Imaginons une scène assez banale, hein, enfin banale mais vraiment frappante. Juste là, garé dans l'allée, on a une voiture de sport ultra rapide. Une belle image pour commencer, j'aime beaucoup. Oui, et c'est pas un modèle d'exposition pour frimer le dimanche, hein. Non, c'est une vraie machine taillée pour la vitesse brute. L'efficacité totale. Le genre de bolide prêt à bondir, quoi. Exactement. Le réservoir est plein, les pneus sont parfaits, et le truc fou, c'est que les clés sont littéralement sur le contact. La seule chose qui manque, c'est quelqu'un pour s'installer au volant et appuyer sur l'accélérateur. C'est tellement représentatif de notre époque. N'est-ce pas? Ou alors, on peut s'imaginer un jet privé sur le tarmac. Les moteurs tournent, le pilote attend juste un petit signe de tête. Ou même, à une échelle beaucoup plus quotidienne, un simple ordinateur portable ouvert sur un bureau. Avec une connexion Internet. Voilà, il est connecté au monde entier. Ça offre la possibilité de toucher une audience mondiale, de publier une idée, de lancer un produit, et tout ça en une fraction de seconde et très souvent gratuitement. Absolument, tout est là. Tout est à notre disposition. C'est ça, l'infrastructure n'a jamais été aussi accessible. Et pourtant, la seule chose que le monde attend, c'est que l'on agisse. Cette métaphore, qui vient de l'introduction du livre qu'on va explorer, elle illustre parfaitement le grand paradoxe d'aujourd'hui. On a tous les outils imaginables sous la main, il n'y a plus vraiment de barrières technologiques, et pourtant on reste désespérément figé sur la ligne de départ. Et c'est exactement cette paralysie, cette espèce d'énigme psychologique que notre plongée va explorer aujourd'hui. On s'appuie sur un livre super percutant, Do the Work, de Steven Pressfield, qu'on pourrait traduire par Faites le travail. Un titre qu'elle mérite d'être clair. Très clair. Et pour préciser d'emblée, cette discussion s'adresse à tous ceux qui se sont déjà sentis dramatiquement bloqués dans un projet important. Que ce soit l'envie tenace d'écrire un roman, le besoin viscéral de lancer une boîte, de faire une transformation physique majeure. Ou même de se remettre d'une rupture amoureuse, aussi surprenant que ça paraisse. Ah ouais, même ça. La grande question qui va guider notre échange, elle est assez brutale. Pourquoi, alors que la route est totalement dégagée, on trouve ça si atrocement difficile de commencer et surtout de terminer ce qui compte le plus pour nous? Alors, il faut vraiment bien préciser la nature de ce qu'on va analyser aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas du tout un énième manuel de productivité. Genre les conseils pour trier ses mails ou gérer son agenda. Voilà, c'est pas ça du tout. L'approche de Pressfield, elle est presque martiale. Il cartographie une véritable guerre interne. C'est un manuel de survie psychologique pour les créateurs, conçu pour identifier et anéantir un ennemi très spécifique. D'accord, décortiquons tout ça. Le concept central, la clé de voûte de toute la philosophie de l'auteur, c'est ce qu'il appelle la résistance. Et avec un R majuscule, attention, hein. Oui, il la personnifie vraiment. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il décrit pas ça comme un simple petit manque de motivation ou un coup de fatigue, non. Il décrit une force active, un monstre intelligent, protéoforme, qui s'adapte à nos faiblesses. Et le pire, c'est son objectif final. Grave. Le but de cette résistance, c'est pas juste de nous ralentir, son but, c'est de tuer. De tuer notre génie intérieur, d'étouffer notre projet dans l'œuf avant même qu'il ne respire. C'est hyper violent comme image. Mais tellement vrai. Ce qui est fascinant ici, c'est l'anatomie même de cette résistance. Ça explique pourquoi on culpabilise tant au quotidien. Comment ça? Il lui attribue des caractéristiques précises qu'il faut comprendre pour arrêter de se blâmer. D'abord, elle est invisible. Mais son champ de force est super réel. Et surtout, c'est le point fondamental, elle est profondément impersonnelle. Impersonnel. Genre, elle s'en fout de nous particulièrement? Exactement. Elle n'a aucune vendetta contre un individu. Elle opère avec l'indifférence absolue d'une loi de la physique. C'est comme la force de frottement de l'air sur une voiture. L'air ne déteste pas la voiture, il existe juste en opposition au mouvement. Ah, j'adore cette analogie. Et pour continuer sur les métaphores physiques, il y a cette idée brillante sur la direction. Il explique que la résistance, ça agit comme une boussole magnétique mais inversée. C'est-à-dire? Elle repousse avec une force proportionnelle à l'importance de l'action. Ce qui veut dire que cette force pointe toujours vers notre vrai mort, l'action la plus cruciale pour notre évolution. Le corollaire de ça, c'est juste dingue. Plus un projet nous terrifie, plus la résistance déploie d'énergie et plus on a la certitude mathématique que c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc la peur devient un instrument de navigation. C'est un renversement complet de perspective. Soudainement, la terreur, c'est plus un signal d'alarme qui dit fuyez, c'est un phare qui dit avancez par ici. Ouais, la peur nous montre le chemin. Mais c'est sournois parce que la résistance ne se présente pas toujours sous les traits de la peur pure, non. Non, elle utilise des masques et son meilleur allié, étrangement,
c'est notre propre pensée rationnelle. L'intellect, la partie de notre cerveau qui analyse, qui doute, qui exige des garanties avant d'agir, ça devient le moteur de notre inaction. Je vois bien le piège de la rationalisation excessive. Mais l'auteur va beaucoup plus loin. Il affirme que nos propres amis et notre famille peuvent devenir les alliés objectifs de cette résistance. Oui, ça peut paraître choquant en premier abord. Bah oui, j'avoue que je bloque un peu là-dessus. C'est hyper sombre, hein. Quand nos proches nous déconseillent de tout plaquer pour lancer une start-up, c'est pas un complot, c'est de l'amour, de l'inquiétude, non? Comment ils peuvent être l'ennemi? C'est une excellente remarque. En fait, l'auteur n'accuse pas du tout nos plus proches de malveillance. Le problème vient de la dynamique de la tribu, du groupe. C'est-à-dire? Nos proches sont investis dans la préservation de la personne qu'on est actuellement. Ils nous connaissent sous une forme précise. Or, s'engager dans un travail profond, changer de vie, c'est inévitablement se transformer. On devient quelqu'un d'autre. Voilà, on donne naissance à un nouveau soi. Et inconsciemment, la tribu perçoit ce changement comme une menace. Ils craignent d'être laissés pour compte. Donc leur volonté de nous protéger, c'est en fait un instinct de préservation du statu quo. Waouh, c'est vertigineux. Si la pensée rationnelle et nos proches deviennent des agents de la résistance, avec quoi on est censé se battre? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'arsenal qu'il propose. Exactement. L'arsenal est totalement contre-intuitif. Pour initier un projet, nos meilleures armes seraient la stupidité, l'entêtement et la foi aveugle. C'est le concept de rester stupide. Et psychologiquement, c'est redoutablement efficace. L'idée, c'est de court-circuiter l'intellect qui calcule les probabilités d'échec. Il prend de bons exemples historiques pour ça. Charles Lindbergh qui veut traverser l'Atlantique, Steve Jobs qui imagine un ordi personnel quand c'est de la science-fiction, ou Churchill face à l'Europe en 1940. S'ils s'étaient assis pour faire un beau tableau Excel avec les risques et les probabilités de succès, s'ils avaient compris l'impossibilité de la tâche, Ils n'auraient jamais fait le premier pas. jamais. Leur succès reposait sur une forme d'ignorance protectrice face à la montagne et une bonne dose d'arrogance pour y aller quand même. Ok, je veux bien me faire l'avocat du diable 2 secondes. Rester stupide, ça sonne super bien dans une biographie. Mais dans la vraie vie, si je veux lancer un resto ou écrire une thèse, et que je refuse de faire des recherches, je fonce juste dans le mur, non? C'est là qu'il y a une nuance très importante à faire sur la fonction de la préparation. L'auteur ne dit pas qu'il faut être incompétent. Il dénonce le moment où la préparation devient un abri anti-aérien pour notre ego. Ah, on se cache derrière la recherche. C'est ça. D'où son concept strict de la diète de recherche. La règle est brutale. Si on écrit un livre, on a droit à 3 livres de référence, pas un de plus. 3 max, c'est super restrictif. Oui, parce que l'accumulation compulsive d'infos, sous couvert d'être pro, c'est le masque le plus acceptable de la procrastination. On se dit « je travaille » alors qu'en fait on se cache. En limitant les sources, on affame la résistance. On préserve l'élan primitif. Je vois. Donc on bloque l'intellectualisation. Et pour structurer cette action, sans retomber dans l'analyse paralysante, il y a la fameuse méthode de la feuille de papier jaune, le Foolscape. Une méthode fascinante, oui. La règle dit que n'importe quel projet, aussi énorme soit-il, doit pouvoir être résumé en 3 actes, à la main, sur une seule page de bloc-notes. Mais mécaniquement, pourquoi s'imposer ça? Parce que la contrainte d'espace élimine physiquement la possibilité de se perdre dans les détails. Et les détails, c'est le terrain de jeu de la résistance. En forçant le cerveau à réduire un projet de 5 ans à une page, on contourne le cerveau analytique. On fait appel à l'intuition. La clarté absolue. C'est ce qu'a fait Da Vinci pour la scène. Il n'a pas commencé par des traités de théologie. Son idée, c'était une longue table, une figure isolée, 12 gars qui réagissent, des lignes de fuite. Le reste, c'est des détails. Il y a aussi l'exemple de Maya Lin pour le mémorial des vétérans du Vietnam. Son idée originelle tenait sur une page un mur noir avec des noms qui descend dans la terre. L'idée, c'est de concevoir la fin d'abord, de comprendre l'intention pure, et ensuite seulement de travailler à l'envers. Et surtout, de couper le son du bavardage de l'esprit. Ce bruit de fond constant. L'auteur dit bien que c'est pas notre voix créative, c'est la radio de la résistance qui diffuse les peurs de nos parents, nos complexes. Faut se mettre sur silencieux pour que l'idée de la feuille jaune s'exprime. Et si on suit ça, il se passe un truc génial. On prend son élan, on a le plan sur une page, on est porté par cette ignorance volontaire. Et on se lance. On entre dans une phase de fluidité. Ouais, les pages s'écrivent, le code compile, le business plan prend forme, tout roule. Jusqu'à ce que la réalité mécanique nous rattrape.
L'élan d'ignorance dure pas toujours. Et bim! C'est là qu'on frappe inévitablement ce qu'il appelle le mur, le grand crash. On roule à 100 à l'heure, super confiant, et soudain, le moteur explose et on finit dans le fossé. Si l'on relie cela au contexte global de la création, ce crash est une constante universelle. Il survient presque toujours aux 2 tiers du projet. C'est le moment où la complexité nous échappe. Et psychologiquement, c'est la crise. Parce qu'on s'identifie au projet. On se dit que si ça échoue, c'est qu'on est nul. Exactement. Le livre illustre ça avec une anecdote hyper personnelle de Pressfield. C'est fou, il raconte qu'il a passé 2 années entières sur un manuscrit, The Profession. 2 ans de travail acharné. Il pense tenir un chef-d'œuvre. Il le confie à des lecteurs pros. Et le retour est juste dévastateur. Il déteste. Pire, il réalise qu'ils ont raison. Une faille structurelle détruit tout le récit. 2 ans anéantis. Le désespoir total. Mais c'est dans ce gouffre qu'il forge sa meilleure métaphore, celle qui sépare les amateurs des pros. Une métaphore vitale. Un crash créatif, c'est pas une condamnation de notre âme. C'est un simple problème d'ingénierie. Comme une bagnole en panne. Voilà. Si ta voiture tombe en panne, tu vas pas t'asseoir sur le capot pour pleurer sur le sens de ton existence. Tu sors les outils, t'ouvres le moteur, tu trouves la pièce cassée et tu répares. Il appelle ça entrer dans le ventre de la bête. Et c'est là qu'intervient la fameuse chambre d'ajustement des attitudes. Avant de toucher au moteur du projet, faut régler son propre moteur interne. Comment ça marche ce truc? C'est un sas psychologique où tu laisses ton ego à la porte. À l'intérieur, la résistance te pose 2 questions sans pitié. À quel point tu veux vraiment finir ce travail et pourquoi tu le fais? Et si la réponse c'est juste pour être célèbre ou riche? L'énergie va s'évaporer face à la difficulté technique. La seule vraie réponse qui permet de sortir de la chambre, c'est un besoin viscéral d'accomplir l'œuvre pour elle-même. Ensuite, tu mets ta salopette de mécano et tu règles le problème froidement. L'exemple qu'il donne pour ce travail de mécanicien est jouissif. Il imagine Herman Melville bloqué sur Moby Dick. L'histoire est plate, ça marche pas. Si c'est un amateur, il pleure et il brûle le livre. Mais si c'est un bro, Il sort de la chambre d'ajustement et il ajoute des pièces mécaniques à sa machine narrative. De la pure ingénierie. le capitaine Achab n'est pas assez effrayant. On le rend plus fou. On lui ampute une jambe, on met un os de cachalot à la place pour que ça résonne sur le pont. Bam! Le moteur narratif redémarre. Les solutions viennent d'une réparation méthodique, pas d'une inspiration divine. Bien sûr. Pendant les réparations, l'angoisse est immense. Mais là encore, il retourne la situation. Cette panique dans le ventre de la bête, c'est pas la fin. C'est le signe d'une croissance imminente. J'adore l'analogie avec l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant lâche la main, fait quelques pas confiants, puis réalise le vide autour de lui et s'effondre de terreur. Et pourtant, cette terreur prouve qu'il vient de franchir un cap cognitif majeur. La panique est le prix d'entrée du niveau supérieur. Mais bon, une fois le moteur réparé, la guerre n'est pas finie. Il reste l'ultime confrontation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on approche de la ligne d'arrivée? C'est le moment de livrer, de shipper, comme on dit en marketing, de cliquer sur publier, d'ouvrir le magasin. Et c'est là que le blocage est le plus violent. Pourquoi cet instant précis? Parce que livrer, ça veut dire passer de la théorie à la réalité. Ça implique une exposition totale. Tant que le projet est sur ton ordi, t'es intouchable. T'as un succès virtuel parfait. En livrant, tu abandonnes le fantasme pour te soumettre au vrai jugement. Le jugement implacable du monde. Il utilise d'ailleurs un terme d'alpinisme, l'exposition. L'exposition, oui. Ce moment où le grimpeur sort de sa crevasse pour être suspendu dans le vide, sans filet. Livré aux éléments. Et là, l'auteur cite Marianne Williamson pour expliquer cette paralysie. Elle dit en substance que notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur, mais d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Réussir est terrifiant. Si tu échoues, tu retournes à ta petite vie, les gens ont pitié. Si tu réussis, tout change. Tu as de nouvelles responsabilités, une nouvelle identité. C'est pour ça qu'on préfère le confort d'une procrastination éternelle. Il y a ce dessin du New Yorker qui mentionne un gars devant 2 portes. La première dit paradis, la deuxième dit livre sur le paradis. Et on choisirait tous la deuxième porte. On préfère étudier le concept du succès, en débattre, plutôt que de franchir la vraie porte. Parce que c'est infiniment plus sûr. Cela soulève une question importante. Le risque du désastre. Qu'est-ce qui se passe si on s'expose et que c'est une humiliation publique? La résistance se nourrit de cette probabilité, qui est très réelle. Et Pressfield ne cache pas cette réalité. Il raconte une anecdote bouleversante sur son propre cauchemar. Le film King Kong Lives.
Faut s'imaginer, il galère pendant 17 ans. 17 ans de rejet. Et enfin, la percée. Le rêve hollywoodien. Il coécrit un gros film, c'est la consécration, il loue une salle, invite ses amis pour la première. Et là, l'effondrement. Personne ne va voir le film. C'est un bide monumental, et le magazine Variety écrit même qu'ils espèrent que les scénaristes ont utilisé des pseudos par respect pour leurs parents. L'humiliation absolue. Imprimée et publique. La pire peur matérialisée. Mais le lendemain matin, il ne s'est pas effondré. Il a ressenti un soulagement paradoxal. Il a réalisé qu'il avait affronté la honte publique ultime et qu'il était, toujours en vie. Il a regardé le dragon en face, il a pris les flammes et il a survécu. Et c'est dans ses cendres qu'il est devenu un professionnel. Le dragon n'avait plus de pouvoir. Quelle épopée psychologique! Identifier la résistance, utiliser la stupidité pour commencer, réparer le crash sans ego et affronter le feu de l'exposition. Il décrit le fait d'aller au bout comme une force primale, le fait d'accoucher d'une œuvre. De créer de la vie, littéralement. Et la promesse, c'est qu'une fois ce cycle dompté, même juste une fois, on acquiert une immunité contre la paralysie. On devient un pro. Et le livre se termine sur une injonction au chénial. Une fois le projet expédié, que fait-on? On prend l'après-midi, on célèbre. Et le lendemain matin, on se remet au bureau et on recommence. La résistance sera là, mais cette fois, on saura comment la frapper en premier. Le cycle infini. Mais pour clore notre réflexion, il y a une pensée provocante qui s'impose. Pendant toute cette guerre, on se focalise sur le produit. Le roman, la boîte. On croit que l'enjeu, c'est l'œuvre. Mais et si ce produit n'était qu'un sous-produit matériel sans importance? Hypothèse audacieuse. Quel serait le vrai objectif alors? Et si le vrai chef-d'œuvre, c'était la personne forte, résiliente et éveillée qu'on devient pendant qu'on se bat dans les tranchées? Les produits vont prendre la poussière, mais la transformation spirituelle, elle, est permanente. Bref, en gardant ça en tête, revenons à notre image de départ. La voiture de sport est là, le moteur ronronné, les clés sont sur le contact. La seule question maintenant, c'est de savoir si l'on va s'installer au volant.